Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes dans une nouvelle semaine. Vous êtes dans l'aventure de New World Soir. On va commencer avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, nous allons évoquer l'Angola avec l'inhumation de l'ex-chef rebelle Jonas Savimbi. 17 ans après sa mort, le chef de l'ex-rébellion angolaise de l'UNITA, Jonas Savimbi, mort au combat en 2002, a été inhumé le 1er juin dernier. L'inhumation a eu lieu dans son village au cours d'obsèques publiques placées sous le signe de la réconciliation nationale. Au terme d'une cérémonie de plus de 4 heures rythmée par la fanfare, le cercueil blanc de Jonas Savimbi a été mis en terre conformément à son souhait. Le chef charismatique de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, repose dans un vaste tombeau dessiné par l'un de ses fils. Une vie pour l'Angola et les Angolais, peut-on lire sur le tombeau. On évoque le sujet ce soir avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Première question, qu'est-ce qui a autant fait durer cette cérémonie à laquelle on a assisté le 1er juin dernier? Il y a eu plusieurs raisons. L'ancien président de l'Angola a toujours considéré Jonas Savimbi comme un ennemi. À la limite, même mort, on continue à le considérer comme un adversaire. Donc, il n'était pas du tout d'accord à ce qu'une quelconque cérémonie soit organisée en l'honneur de quelqu'un qu'on considérait plutôt comme un criminel, comme quelqu'un qui a créé des problèmes au pays. C'est l'actuel président, dans la logique de la réconciliation dans laquelle il se trouve, et après de très longues négociations avec l'UNITA et la famille de Savimbi, ils se sont finalement accordés pour pouvoir voir comment résoudre le problème. Mais il y avait également une autre difficulté. Quand Savimbi a été tué le 22 janvier 2002, les militaires qui l'ont tué l'ont précipitamment enterré. Ce n'est pas la première fois, on a vu la même chose avec le président Thomas Sankara. Donc il y a un problème qui se posait. Est-ce que la tombe qu'on indiquait était bel et bien là où se trouvait le corps de Savimbi? Donc il a fallu faire des tests d'ADN et tout pour s'assurer que c'est son corps avant de pouvoir organiser ces obsèques dont on parle. Alors, est-ce qu'il y a pour le président actuel, João Lourenço, un dividende politique à tirer de cette inhumation? Oui, il y a un dividende politique, puisqu'il y a encore des personnes parmi les rebelles à l'époque de l'UNITA qui considèrent que le combat n'est pas allé jusqu'au bout. Déjà, l'UNITA n'a plus de force. Dès la mort de Savimbi, pratiquement quelques mois après, les gens n'ont pas hésité à aller dans le sens de négociations qui n'ont pas véritablement abouti, parce qu'il y a des choses qui avaient été demandées qui n'ont pas obtenues. Ce qui se comprend également, ils étaient en position de faiblesse. En plus, ce qui faisait leur force, c'était le soutien des États-Unis en particulier, de l'Afrique du Sud, parce que c'était une des guerres de la guerre froide. Ce n'était pas en réalité une guerre de l'Angola tout simplement, mais il y avait les États-Unis d'un côté, Cuba, la Russie de l'autre. Bon, cet enjeu n'existant plus, l'UNITA n'a plus cette capacité pour avoir des finances, pour avoir des armements, pour pouvoir créer des problèmes au régime sur place. Donc le président actuel, certainement, il veut tirer un trait sur ce passé de l'Angola et faire un geste en tant que quelqu'un qui est plutôt un brave homme, accepter que ces gens-là puissent enterrer leur leader et qu'on passe à autre chose. Mais ce n'est pas aller très loin, puisque à la cérémonie, il n'y avait aucun officiel représentant le gouvernement. Alors justement, vous l'avez dit, il n'y avait aucun officiel alors que cette cérémonie est placée sous le signe de la réconciliation. C'est quand même curieux. Ben, je ne dirais pas que c'est curieux parce que Savimbi, chacun a son appréciation. Parce que même dans le propre camp de Savimbi, ben, il y a eu de la rébellion à l'intérieur de la rébellion. Savimbi avait la gâchette facile. Il a tué des gens parmi ses propres partisans à chaque fois qu'il considérait quelqu'un comme une menace, comme un concurrent. Il a même tué par jalousie sexuelle. Quand vous regardez ce que son biographe dit, c'est extraordinaire. Hein? C'était quelqu'un qui disait lutter pour une cause, mais qui était prêt à s'en prendre à ceux-là avec qui il luttait pour cette cause-là. Donc, de sorte qu'à l'intérieur, à un certain moment, il y a eu de la contestation, ce qui a participé à affaiblir l'UNITA. Les Angolais, certains disent que ce n'est pas la peine. C'est quelqu'un qui nous a produit quoi, 500 000 morts, 4 millions de réfugiés, des personnes qui ont été mutilées, un pays qui a subi la guerre pendant fort longtemps. Il y a beaucoup d'Angolais qui considèrent qu'il ne mérite aucun hommage. Bon, certainement, il y a tous ces éléments qui font que l'État n'a pas voulu aller plus loin que de laisser l'UNITA prendre son leader, aller faire
des cérémonies, l'État accepte qu'on fasse des cérémonies de façon officielle, puisque c'est l'État qui a déterré le corps, qui a fait le travail pour ce qui est de l'identification et qui leur a remis ce corps pour que les funérailles puissent avoir lieu comme l'avait souhaité le Jonas Savimbi. Alors, Savimbi lui-même était-il pour beaucoup d'Angolais un héros ou plutôt un personnage sulfureux? Pour beaucoup d'Angolais, c'était un personnage sulfureux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a pu occuper une bonne partie du pays, mais par les armes. Ce n'est pas parce qu'il avait convaincu les gens et il a régné par les armes. Il avait tout le temps son revolver au niveau de la hanche et il en a N fois fait usage. Pour beaucoup d'Angolais, ce n'est pas un héros également parce que c'est quelqu'un qui était connu pour ses frasques sur le plan sexuel. C'est son biographe qui le dit. Il est arrivé même que Savimbi tue une femme parce qu'il a fait des avances sexuelles et la femme a refusé. Donc, ceux qui regardent surtout cet aspect-là ne veulent pas le regarder comme un héros, ne veulent pas le considérer comme un héros. Mais pour l'UNITA, quelqu'un qui s'est battu pendant 27 ans, lui et d'autres sont morts dans le cadre de ce combat, il est difficile pour ces gens-là de ne pas le considérer comme un héros. Et c'est eux qui se sont organisés pour faire leur cérémonie pendant 4 heures d'horloge et l'enterrer pour eux comme un héros. Mais à l'échelle nationale, on n'a pas senti qu'il y avait un héros de l'Angola qui était en train d'être enterré. Alors, quel était justement le combat de Jonas Savimbi? En fait, son combat, c'était contre le MPLA qui était là avec l'ancien président, puisque l'Angola fait partie des pays anglophones, comment on les appelle encore, lusophones, qui ont eu les indépendances plutôt tardivement au niveau du continent africain. Et à l'indépendance, Savimbi et d'autres groupes, parce que ça n'a pas commencé par Savimbi, il a créé l'UNITA par la suite, s'étaient opposés parce que le régime en place était un régime plutôt marxiste, communiste. Et quand ils se sont opposés, étant dans la période de la guerre froide, le Zaïre, l'Afrique du Sud, les États-Unis sont venus renforcer Savimbi. C'est eux qui l'avaient lourdement armé, de sorte qu'à un certain moment, il a vraiment tenu tête au pouvoir angolais, qui avait été obligé de faire appel même à des Cubains, des forces étrangères pour résister, parce que Savimbi a été véritablement soutenu. Savimbi se promenait avec un passeport diplomatique sénégalais. Et bien sûr, ce n'est pas lui qui l'avait négocié, c'est les États-Unis qui l'avaient négocié. Donc, il avait vraiment un soutien à un certain moment. Donc, c'était plus un combat de la guerre froide qu'un combat de l'Angola en tant que tel, parce qu'ils auraient pu s'asseoir autour d'une table comme ils l'ont fait présentement. Ça aurait épargné le pays d'une guerre qui n'a servi à rien du tout, si ce n'est tuer des Angolais, détruire l'économie d'un pays, diviser les populations angolaises, parce qu'on est en train de parler aujourd'hui de réconciliation. Alors, aujourd'hui, que devient l'UNITA? C'est devenu un parti politique, mais bien sûr qui n'a plus l'envergure que l'UNITA en tant que mouvement de lutte avait. Et cette envergure est presque partie avec la mort de Savimbi. Puisque à ce moment, le régime avait décidé d'en finir avec la rébellion. Ils les ont pourchassés de partout. Savimbi a été tué au moment où il essayait même de s'enfuir pour quitter le pays parce qu'ils n'étaient pas en mesure de faire face à la puissance de feu du gouvernement. Et en ces moments, l'enjeu guerre froide n'existant plus, aussi bien l'Afrique du Sud, les États-Unis, le Zaïre avec Mobutu, tous ces gens avaient commencé à un peu laisser tomber cette lutte en se rendant compte que les enjeux ne sont plus les mêmes par rapport à la géopolitique internationale avec la chute du mur du communisme en particulier. Donc, il s'est senti en position de faiblesse. Il a voulu lui-même quitter le pays pour se réfugier ailleurs. Bon, les gens ne lui en ont pas donné l'occasion. Ils auraient pu le capturer parce qu'ils avaient tué une bonne partie des 20 gardes-corps qui étaient avec lui, mais ils ont préféré lui tirer dessus carrément 15 balles et l'enterrer immédiatement sur place, raison pour laquelle on parle encore d'une inhumation en considérant que l'autre inhumation n'avait pas été faite en respectant les règles. Justement, pourquoi l'UNITA tenait tant à cette inhumation dans la mesure où ce n'est pas un leader qui se trouve à l'étranger dont on négociait le retour de la dépouille, il était sur la terre angolaise? En fait, il y avait d'abord l'identification, puisque comme c'est les soldats du pouvoir qui, après l'avoir tué, l'ont enterré, il y avait encore du doute, comme sur le cas du président Thomas Sankara. Est-ce que la tombe qu'on indique, est-ce que c'est bel et bien sa tombe? La deuxième chose, quelqu'un qui a été enterré de façon précipitée,
aucun soin n'a été pris pour faire l'enterrement, aucun rite n'a été respecté. Les gens tenaient à ce qu'il y ait des funérailles en bonne et due forme, d'autant plus que lui-même, il avait donné des indications sur la façon dont il souhaitait être enterré. Donc pour l'UNITA, il y avait ça, mais je me dis qu'il y a également une action politique dedans. L'UNITA, en tant que parti, n'a pas la force de l'UNITA qui était un mouvement rebelle. C'est peut-être une façon de réveiller encore tout ce qui avait un sentiment positif par rapport au défunt Savimbi, en essayant de pouvoir capitaliser ces sentiments pour permettre à l'UNITA en tant que parti de résister, parce qu'on l'a vu lors des dernières élections, leur résultat n'avait pas été un résultat honorable face au président actuel. Est-ce qu'il y a encore en vie des camarades de lutte de Jonas Savimbi? Il y en a, mais ils ne sont pas nombreux parce qu'il est mort à 67 ans. Il vient d'être enterré à nouveau 17 ans après. Tous ces gens-là appartiennent à la limite au 4e âge. Et raison pour laquelle même des leaders historiques de ce mouvement, ceux qui étaient au devant de la scène, il en manque de plus en plus. Ceux qui sont là, quand on en parle, ils étaient encore jeunes à un certain moment. C'est pourquoi ils ont compris à un certain moment que la lutte armée ne pouvait plus faire l'affaire. C'est eux qui se sont reconvertis en créant un parti d'opposition qui se trouve actuellement en Angola et qui continue la lutte que l'UNITA avait portée. Au fond, ça veut dire finalement que l'UNITA ne luttait pas pour un idéal. S'il y avait un idéal, ils considéraient que le communisme n'était pas ce qu'il fallait. Ils avaient un projet de société qui n'était pas du tout celui du communisme, mais plutôt proche du libéralisme. Mais en réalité, quand on regarde Savimbi, c'est un médecin en principe qui a abandonné ses études à un certain moment pour revenir chez lui mener cette lutte. Au départ, il y avait toute la dose idéologique, mais après, à un certain moment, on était plus en face d'un rebelle, quelqu'un qui parle plus par les armes que par les idées. Et ça fait partie également de ce qui a affaibli l'UNITA, parce qu'à un certain moment, il y avait de quoi s'interroger sur finalement pourquoi on est en train de lutter, parce que tous ces gens-là avaient lutté pour l'indépendance de l'Angola, ensemble, avec les gens du MPLA, avant de se séparer, parce qu'on n'avait pas le même projet de société pour l'Angola, et les deux projets étaient franchement opposés, parce que quand certains veulent du marxisme et d'autres veulent du libéralisme, c'est difficile de les mettre ensemble. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause et après on passe à l'invité de ce jour.